Bonsoir à tous, merci d'être venus. Cette rencontre se place dans le cadre des Journées du livre russe et des littératures russophones qui se tient à partir de demain dans la mairie du 5e arrondissement. Là, on ne peut pas se tromper, c'est à la place du Panthéon. Donc pourquoi on a voulu absolument réunir les écrivains d'Asie centrale pour témoigner de leur région, mais aussi pour témoigner d'une région que nous connaissons mal ici en France, qui même est un trou noir dans nos manuels scolaires, il faut bien le dire, et qui pourtant a une importance très importante et dans notre histoire, dans notre civilisation, et aujourd'hui dans la géopolitique. Cette géopolitique, sans qu'on aille trop dans ce sujet-là, est soulignée notamment par une chose qui nous permet justement d'avoir des nouvelles de l'Asie centrale, de pouvoir échanger aussi avec ce monde peu connu pour nous, c'est le moyen de la langue russe. Nous nous sommes placés résolument sur le terrain de la russophonie, qui est un instrument alternatif, culturel et linguistique dans le monde, dans le cadre de la globalisation, par rapport à une domination du tout anglais. Non pas pour s'y opposer, bien sûr, mais pour bien garder justement la biolinguistique, je dirais, la diversité linguistique dans le monde, qui est héritée de l'histoire, avec un bien, avec un mal, peu importe, mais qui est aujourd'hui en tout cas un avantage qui nous permet de communiquer entre nous. Donc voilà, sous le signe de la russophonie, nous vous présentons ces écrivains que le professeur Rémi Dor va vous présenter un par un. Il nous en manque un qui est M. Roustem Djangoudjin, du Kazakhstan mais qui vit en Ukraine, que malheureusement nous avons perdu à l'aéroport. Bien, merci beaucoup, cher Dimitri Koshko. Alors, bonsoir à tous et bonsoir à chacun. Merci de votre présence. Je vais donc vous présenter maintenant les écrivains centra-asiatiques qui sont à mes côtés. Et je vais commencer par Goulia Mirzaeva, qui est à ma droite. Alors, Goulia est née au Tadjikistan, elle réside maintenant en France. Sa passion pour la littérature lui vient de son père, qui fut un traducteur éminent de la poésie russe. Après des études à l'Institut de littérature de Moscou, elle est revenue dans sa patrie, le Tadjikistan, écrivant dans la revue artistique et littéraire Pamir, s'occupant de traduction littéraire, de journalisme politique, de critique d'art et de cinéma. Dans les années 80, elle a édité 2 recueils de poésie et depuis la fin des années 90, elle s'est orientée vers le cinéma documentaire et a tourné différents films pour les télévisions tadjiques, russes et françaises. Et je me permets d'ouvrir ici une parenthèse, puisque nous sommes en train de parler de cinéma tadjik, pour dire que je reviens tout juste du festival des cinémas d'Asie à Vesoul, et que le Tadjikistan a été représenté par un jeune réalisateur tadjik, donc Iskandar Osmanov, qui a présenté un film très intéressant, Le Télégraphe. Je ne sais pas si Goulia connaît ce réalisateur. Pour en revenir à elle, c'est une poétesse dont un certain nombre d'œuvres ont été traduites et éditées en France dans des recueils de poésie. À ma gauche maintenant, Akvel Sapar, qui est originaire du Turkménistan, mais qui réside, lui, en Suède. Journaliste et écrivain, Akvel Sapar est né en 1956 au Turkménistan. Dans les années 90, il écrit des articles sur les problèmes environnementaux du Turkménistan, qui sont des problèmes extrêmement graves, et leurs conséquences sur la mortalité dans le pays. Cela lui vaut d'être déclaré ennemi public par le gouvernement et le pousse à émigrer en Suède en 1993. Akvel Sapar a aujourd'hui plus d'une quinzaine de romans à son actif. Le plus connu, Le Cobra, écrit en russe mais qui n'est malheureusement pas encore traduit en français, se présente comme une fable derrière laquelle se dissimule
la peinture effrayante et grotesque d'une société totalitaire. Puis, à côté, nous avons Hamid Ismailov, né en 1954 à Tokmak au Kyrgyzstan, mais qui est ouzbek et qui vit aujourd'hui au Royaume-Uni. Hamid Ismailov est l'auteur de plusieurs romans, de recueils de poésie et d'ouvrages empruntant des formes expérimentales, poésie visuelle, found poetry, qui sont écrits en ouzbek, en russe ou en anglais. Contraint à l'exil dans les années 1990, il vit depuis à Londres où il est responsable du service Asie centrale de la BBC et depuis 2010, écrivain en résidence toujours de la BBC. Ses contes du chemin de fer ont été traduits en français et publiés aux éditions Sabine Lespisser. Hamid Ismailov a également dirigé la publication française d'une anthologie de poésie d'Ouzbékistan aux éditions du Centre. En 2012, Hamid Ismailov a publié en anglais le roman The Poet and Ben Laden, où il décrit le développement des groupes islamistes en Asie centrale. J'ajoute que Hamid Ismailov est un vieil ami du Centre de poétique comparée de l'INALCO, que j'ai eu le privilège de diriger jusqu'à sa dissolution en 2002, et Hamid est venu à plusieurs reprises nous voir et nous parler de la poésie ouzbèque. Alors ensuite, à la gauche de Hamid, nous avons Turuzbek Madulbay, représentant le Kyrgyzstan. Alors Turuzbek est né à Toktogul, au Kyrgyzstan, en 1957. Il a été rédacteur en chef des journaux Kyrgyz Ruhu, l'âme, l'esprit kirghize, et El Unu, la voix du peuple. Il est l'auteur de plusieurs romans et écrits en kirghize et en russe. En 2008, il a reçu le prix Russkaya Premia pour son roman Le Phénix. Là encore, non traduit en français. Du boulot pour les traducteurs. Il parle 32 langues, dont le français, et est entré dans le Guinness des records du Kyrgyzstan, ça je ne le savais pas, bravo, comme étant le kirghize le plus polyglotte. Alors, nous avons à sa gauche Sultan Rayev, aussi représentant du Kyrgyzstan. Il est né en 1958 dans une petite ville du Kyrgyzstan et il a travaillé comme journaliste avant d'occuper des fonctions politiques. Il a été notamment ministre de la Culture de 2008 à 2010 et plus récemment conseiller auprès du président kirghize. Il est l'auteur de nombreux romans et pièces de théâtre et a reçu plusieurs prix nationaux et internationaux, dont le titre d'écrivain national du Kyrgyzstan en 2011 et un prix de l'Organisation de coopération de Shanghai en 2012. Voilà. Bon, voilà pour nos amis centra-asiatiques. Moi-même, je suis Rémi Dor et je ne me présenterai pas plus qu'en disant que je suis professeur émérite de l'INALCO, puisque j'ai pris ma retraite il y a 2 mois. Alors, j'avais un projet peut-être un peu présomptueux, ou en tout cas très optimiste sur le temps de la durée, puisque j'avais prévu de présenter, en les faisant contraster, la littérature ouzbèque et la littérature kirghize. Mais avec votre permission, et comme je pense que vous et moi sommes plutôt avides de la parole de nos amis centra-asiatiques, je vais me contenter de mon introduction, qui a le mérite d'être relativement brève, puisqu'elle ne devrait pas durer plus d'une dizaine de minutes, et qui constitue un ensemble de remarques assez générales pour introduire à la littérature d'Asie centrale. Alors d'abord, je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur ce concept de littérature d'Asie centrale. Vous voyez, en turc, le mot littérature désigne cette masse de paperasse qu'on qualifie parfois de grise, où stagnent les modes d'emploi, les notes de service, les working papers, bref, tout ce qui s'use, se démode et passe.
Alors, cette réserve liminaire, pour marquer sans embâche l'ampleur du pas intellectuel à franchir pour accéder à cette notion de littérature turque d'Asie centrale. Sollicitons quand même le mot qui à la fois la résume et la qualifie dans l'ère géographique qui nous intéresse, et c'est le mot adabiyat. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot adabiyat et à quoi nous renvoie-t-il? Il nous renvoie, en fait, entre guillemets, à une norme pratique de conduite. Et cette norme de conduite, elle est dotée d'une double profondeur hélicoïdale, d'être à la fois louable et par ailleurs héritée des ancêtres. Donc vous voyez que la littérature en Asie centrale, c'est d'abord une humanité, comme on disait en latin, humanitas. C'est une somme de connaissances par quoi l'individu est à la fois courtois et urbain. Et en ce sens, je procède à une distinction entre la littérature et l'orature. Le verbe sauvage, nourri de l'espace vierge de la steppe, se prend au piège de la lettre en arrivant dans la cité, et dès lors, il s'affranchit des contraintes de la voix pour s'approprier les particularités du canon. Bon, voilà pour littérature. Un mot maintenant pour Asie centrale. C'est un concept tout aussi fuyant que celui de littérature, et je dirais que pour moi, le cœur de l'Asie centrale, c'est la vallée de Farghana, à partir de laquelle, en traçant des cercles concentriques, on peut s'étendre presque aussi loin qu'on veut. En tout cas, on peut aller jusqu'à englober le Caucase, la Sibérie, la Mongolie. C'est un lieu de cité antique et prestigieuse, comme le dit le poète, Azimshar et Anjian, Bazarlushar et Mardelan, la vaste cité d'Andijan, la grande ville de Mardelan aux nombreux bazars, mais la montagne est proche, et particulièrement les hauteurs du Pamir, auxquelles je suis évidemment fortement attaché, et la steppe n'est pas loin, les immensités kazakhs. L'Asie centrale, c'est le lieu du choc puissant entre deux mondes. Le monde turc, d'une part, et le monde iranien. Comme on dit, turco-tadjik, duro-nazdik. Le turc et le tadjik, c'est le loin et le proche. Mais on dit aussi de ce rapport entre les Turcs et les Iraniens, shir ou shakar, lait et sucre, sans que je sache trop si c'est le lait qui est turc et le sucre persan ou l'inverse. En tout cas, le grand poète Tchagatai Miralishir Navai a écrit là-dessus son traité Muhakamat al-Lughatayn, le jugement des deux langues, où il recommande, plutôt que d'opposer ces deux langues, de les maîtriser toutes les deux, car elles sont complémentaires. Du XIVe au XVIIIe siècle, la littérature centra-asiatique est avant tout une littérature de cour qui se développe dans les palais de Samarcande d'abord, puis à Herat et enfin à Kokand. À partir du début du XIXe siècle, la littérature comme humanisme cède la place à la littérature comme objet de recherche formelle et académique. Les djadids, qui représentent la modernité, c'est un courant très célèbre en Asie centrale, les djadids veulent amener la rénovation intellectuelle de la société centra-asiatique par la transformation des structures d'éducation. La littérature n'est plus un art de vivre, à partir de ce moment, ça devient un outil technique au service du progrès. La fin du XIXe et le début du XXe siècle préparent le grand laminage soviétique. La révolution d'octobre va donner une impulsion nouvelle à la lutte contre les langues autochtones. Des alphabets, tous différents les uns des autres, vont être imposés aux peuples d'Asie centrale, dans la double perspective de créer, d'une part, la confusion mentale chez les individus, et d'autre part, une différenciation aussi grande que possible entre des langues qui constituaient jusqu'alors un tissu continu. La reformulation idéologique va limiter les thèmes littéraires à un petit catalogue
dialogue répété ad nauseam à travers toute l'Asie centrale. La glorieuse révolution d'octobre, l'éloge du kolkhoz, la beauté de la jeune tractoriste, ou aussi parfois partakchekeuse, la jeune ramasseuse de coton, le courage de la vaillante armée rouge, et surtout, bien sûr, le péant à la gloire du camarade Staline. Le réalisme socialiste est à peu près synonyme de mort de l'esprit. La Seconde Guerre mondiale confine la littérature au registre, entre guillemets, patriotique. Impossible d'évoquer autre chose que le front, les courageux travailleurs de l'arrière, difficultés pour les familles, la bataille de Stalingrad, nos jeunes héros qui donnent leur vie pour le salut de l'URSS, etc. Après la guerre, la littérature se développe dans l'Asie centrale soviétique grâce à la mise en place de bibliothèques, salles de lecture, associations des écrivains, création de départements de littérature dans les universités, etc. De nouveaux genres littéraires apparaissent, récits courts, nouvelles, chroniques, autobiographies, pièces de théâtre. Il faut cependant attendre Gorbatchev et la perestroïka pour voir exploser la littérature centra-asiatique. Le vent de liberté qui souffle sur les langues nationales va permettre notamment le retour en force de la poésie. Alors la perestroïka, donc les années 90, ont amené un regain dans la production littéraire centra-asiatique. Retour en force également des auteurs maudits de la période de Jadid et Alashorda, qui ont été bien entendu tous bannis durant la période soviétique. Par exemple, réédition en 1986 à Almaty, des œuvres complètes de Shakerin Kudaibergiev, poète fusillé en 1931. Jusqu'au XXIe siècle, la scène littéraire internationale est occupée par de grands auteurs russophones comme Cengiz Aytmatov pour le Kirghizistan ou Olja Suleymenov ou bien Abdejamil Nurpeysov pour le Kazakhstan. Petit à petit, la crise économique mondiale gagne l'Asie centrale, les difficultés de la vie quotidienne engendrent un certain désintérêt pour la littérature sérieuse et corrélativement une certaine augmentation de la littérature de gare, les romans policiers, les romans à l'eau de rose, nouvelles de science-fiction, tout ça, ça commence à se répandre beaucoup dans le public. Il y a la concurrence des jeux vidéo, de la télé et des reality shows. La jeunesse centra-asiatique actuelle est moins portée à la lecture, mais elle s'est convertie très vite et très bien à Internet, et c'est peut-être de là que viendra le renouveau. Nous allons maintenant demander à nos amis écrivains à la fois de nous présenter leurs œuvres et de nous dire ce qu'ils pensent de la réception des dites œuvres et en général de l'état de la littérature dans les différentes sociétés centra-asiatiques actuelles. Et je passe donc en premier la parole à Goulia Mirzayeva. Ah, mais parce que, honneur aux dames, nous sommes en France, la galanterie, c'est ici, la galanterie, ça existe. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un commence pour savoir de quoi il va. Mais nous sommes tout oui, vous allez voir, bon, tout se passera bien. Bien sûr. Nous sommes entre amis, il n'y a aucune crainte à avoir. Merci pour votre présentation. J'ai pensé, je ne savais pas quelle langue parler, mais finalement, vous m'excusez mon français. Je vais parler en français, bien évidemment. Monsieur Dor m'a présenté un peu. Je suis née et grandie au Tadjikistan. J'ai fait mes études à Moscou. Et je suis génération perdue, qu'on l'appelle chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire?
fait, il faut commencer par mon père, qui était un grand poète et un très grand traducteur de la littérature russe vers le tadjik, vers le persan. Et il faut dire qu'il était un grand russophile. Il aimait bien sûr Lénine, il aimait bien sûr la Révolution, il écrivait beaucoup parce que c'est le peuple russe, grand frère, qui l'a sauvé, lui, un petit orphelin à l'époque, avant la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Et voilà qu'il a décidé de faire de moi et de mon frère les Russes. Alors qu'on est grandi dans une famille d'un grand intellectuel, un poète national, il a décidé que ses enfants seront russes. Et donc, la première chose qu'il a eue, c'est la nounou Efrosine Ivanovna, qui était russe, et qui a même failli me convertir en orthodoxie, derrière, en fait, le dos de mes parents, qui n'ont jamais aperçu que je faisais des prières en cachette, en russe, bien sûr. Et pour moi, Jésus-Christ, c'était comme Robin des Bois ou Zorro, un grand héros. Ça a continué jusqu'à ce que je commence à écrire en russe, étant enfant, les poèmes patriotiques en gloire de Lénine et de notre bonheur soviétique, à l'âge de peut-être 7 ou 8 ans. Et le russe est devenu ma langue de littérature, ma langue paternelle, si on peut dire. Parce qu'avec ma mère, je parlais tadjik, avec mes voisins, je parlais tadjik, mais avec mon père, je parlais russe. Parfois, je me demande peut-être qu'il ne voulait pas que je lise ces textes et je comprenne ces textes, alors que bon, c'était la ruse, mais je les lis, je les comprends. Et donc voilà que je fais mes études dans une école russe. Après, je suis partie à Moscou faire mes études encore en russe et je commence à écrire en russe. Et donc cette génération, quand je dis génération perdue, c'est la génération qui est grandie dans les années 70, 80, entre deux cultures, entre la culture tadjik, kirghize, kazakh, ouzbek, turkmène et russe. Et j'ai été parmi les premiers tadjiks à écrire en russe, vraiment écrire mes œuvres, mes textes. Au Kyrgyzstan, il y avait déjà Chingiz Aitmatov, en Kazakhstan déjà Odja Selimenov, et chez nous, moi, voilà, j'étais la première, une des premières. Mais c'était pas facile. Il faut dire que la langue vous attrape. En fait, il faut dire que un jour, c'était une grande réunion des écrivains d'Asie centrale au Tadjikistan, à Dushanbe, et Chingiz Aitmatov était là, et moi j'étais déjà une jeune poétesse, membre de l'Union des écrivains soviétiques. Et voilà qu'on me présente à Chingiz Aitmatov en disant que voilà, notre première hirondelle, j'étais toute jeune, toute jolie, notre première hirondelle qui écrit en russe. Et Chingiz Aitmatov me regarde et me dit « Ma pauvre hirondelle, ça va être très dur. » Donc il savait déjà, lui, un grand sage, que vivre sur un territoire quand même où il y a l'esprit tadjik, ouzbek, centra-asiatique, écrire en russe, c'était un destin très difficile. Ça veut dire que c'est une espèce de rivalité avec la littérature russe en Russie, qui reste quand même en littérature de référence, et nous, qui étaient toujours considérés comme des écrivains ou des intellectuels, quand même de l'Asie centrale. Et je n'avais marre de cette histoire, un jour, et je me suis dit, bon, je ne sais pas
dessiner. Donc je veux quelque chose où il n'y a pas de langue. C'était une grande souffrance, il faut dire. Même quand j'ai continué, bien sûr, à écrire, mais c'était une grande souffrance. Et donc, c'est comme ça, doucement, que je suis entrée dans le cinéma. D'abord par l'écriture. Donc, le cinéma, pour moi, c'est une espèce d'une écriture très, très particulière. J'ai écrit mes films moi-même, je les invente moi-même. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des films. Avant, en fait, moi je préparais, vous voyez, j'ai préparé tout. J'ai préparé une conférence sur l'identité tadjik, j'ai préparé l'histoire de la littérature, j'ai préparé plein de choses. Vous n'avez que 10 minutes. C'est ça. Donc dites-moi combien il me reste. 5 minutes. Bien sûr. Non, quand je dis j'ai préparé, ça ne veut pas dire que je vais vous lire tout vous parler de tout ça. Mais finalement, c'est très curieux parce que on est censé parler de la littérature du pays, de contexte, et finalement on parle de nous-mêmes. On raconte notre histoire, qui peut-être c'est toujours plus sage de le faire, parce que je ne suis pas universitaire. Là, j'ai enseigné la langue russe à Strasbourg pendant 2 ans. J'ai une petite, mais avec mes étudiants, j'apprenais la langue russe en faisant du théâtre. Donc, on apprenait les langues et les civilisations à travers des choses très non universitaires, si j'ose le dire. Et donc, j'ai préparé. Finalement, je me suis dit, je vais faire ça. J'ai 5 minutes. Et donc, je peux beaucoup parler sur l'identité linguistique parce que c'est une question qui me fascine. Et en arrivant en France, je ne parlais pas un seul mot français. Je parlais anglais un peu, mais français pour moi c'était je parlais pas. Je pouvais dire bonjour et à la guerre comme à la guerre. Ah, chercher la femme aussi. Donc et pour moi, c'était essentiel d'entrer dans la langue, carrément entrer, me noyer dans la langue pour pouvoir non seulement parler, bien sûr, mais écrire. Et donc, j'ai écrit des poèmes en français. J'ai écrit aussi des petits textes, et que je vais vous lire un petit texte, comme ça. C'est exactement 3 minutes qui me restent, parce que c'est encore sur la littérature, sur la langue et sur le Tadjikistan. Donc tout est un peu... Donc, ce petit texte s'appelle « Musée de Lénine à Dushanbe ». Et c'était passé en 1998. Mikhail Gorbatchev aimait beaucoup Lénine. Il lui servit bien pendant la perestroïka pour soutenir l'image déjà instable des idées communistes. En particulier comme contrepoids de la sombre figure de Staline, dont la glasnost mettait à jour les crimes. 2 fois par an, nous commémorions la mort et l'anniversaire du leader du prolétariat mondial. Chaque république le faisait à sa manière, alors que la tâche était pourtant difficile. On avait déjà donné le nom de Lénine à tout ce qui pouvait le porter. Les statues du chef de nation se dressaient dans les moindres bleds. Les poètes, les écrivains, les metteurs en scène, les compositeurs, les cinéastes rendaient encore et encore leur vibrant hommage. Quoi de plus? Chez nous, au Tadjikistan, les dirigeants du parti lancèrent un appel. Apportez vos idées, camarades. Aujourd'hui, après tant d'années, je pense que cet appel était encore un trucage, que la décision du parti, dont je parlerai plus loin, était déjà prise. Il fallait que celle-ci soit prononcée par le peuple, mais le peuple était indifférent. Le peuple était fatigué par les morts successives de Brejnev, Tchernenko, Andropov, par la nouvelle et étrange politique de Gorbatchev, avec ses voyages à travers le monde et avec sa femme, Raïssa, habillée par Yves Saint Laurent. Le peuple était fatigué par la misère,
par les débats incompréhensibles des députés qui remplacèrent les films de fiction sur les écrans de télévision par des reportages vérités sur la guerre en Afghanistan. Ce qui n'empêchait pas le parti de poursuivre sa propagande devenue inutile, qui ne touchait plus personne. C'est dans ce contexte que le secrétariat de l'Union des écrivains tadjiks proposa d'organiser une réunion avec un représentant du comité central du parti, durant laquelle devait être évoquée la question de la commémoration. Et nous voilà réunis. La salle de conférence est pleine. Un des 3 secrétaires de notre union préside l'Assemblée. Il soulève le problème et donne la parole à un écrivain de la génération de mon père, lui ici présent. Cet écrivain propose de créer le musée de Lénine à Dushanbe. La salle applaudit. Aussitôt, un écrivain de la génération suivante se lève et propose de construire le musée sur la place principale de la ville, place Lénine. Le représentant du comité central a l'air très content. L'initiative est née au sein de l'intelligentsia tadjik, des chouchous du peuple dont les paroles ont un poids important. Quelques-uns de mes collègues et moi-même, nous croyons être dans un rêve, ou plutôt un cauchemar. Habitués au blabla insensé, nous prenions tout cela comme une plaisanterie. Mais voilà que le représentant se lève. « Camarades, dit-il, votre idée sera étudiée par nos camarades du comité central. Mais je peux vous assurer d'avance que la création du musée de Lénine dans notre capitale sera une opération privilégiée dans les années à venir. Et c'est avec le soutien de notre peuple travailleur que nous allons construire ce monument à la gloire du socialisme en Asie centrale. Nous n'avons rien de moins que les Ouzbeks. » J'ai été couvert de sueur froide. Le représentant fut une réflexion sur le musée de Lénine à Tachkent. Oh, j'ai bien compris l'enjeu. Cette indestructible rivalité avec nos puissants frères voisins. Les applaudissements se calmèrent et l'orateur ajouta avec rage « Et je peux vous garantir, camarades, que le budget de ce chantier atteindra 10 millions de roubles. » Il regarda son public avec la mort d'un vainqueur. Mais le public ne réagissait point. Un grand silence s'installa dans la salle de conférence. Même les plus rudes dans la lutte idéologique retint leur souffle. 10 millions de roubles était une somme hallucinante. Le salaire moyen de l'époque valait 100 roubles. Le pain coûtait 20 kopecks. Le ticket de bus, 4 kopecks. Et 1 kg de viande de bœuf, 3 roubles. Et une bouteille de vodka, 4 roubles. Je ne pus me taire davantage. Puis-je prendre la parole, demandai-je au président de l'Assemblée en me levant. À ce moment-là, mon père se boucha les oreilles avec les paumes de ses mains et baissa la tête. Il le faisait d'ordinaire chaque fois que je parlais au public. Quant à moi, je tremblais, mon émotion débordait, tandis que je comprenais parfaitement que toutes les paroles prononcées seraient vaines et se retourneraient contre moi. Mais je ne pouvais plus m'arrêter. Mes sentiments avaient été chauffés par une enquête récente sur les bâtiments des écoles primaires dont l'État mettait en danger la vie des enfants. On comptait déjà des victimes parmi les élèves, les enseignants à la suite des effondrements des toits et des murs. Êtes-vous sûr qu'un musée de Lénine, dans un pays où il n'y a jamais mis de pied, est le meilleur hommage à rendre à notre leader? Et avec quel objet pensez-vous remplir ce musée? Nous n'avons déjà pas assez d'objets exposés dans notre musée d'histoire. Construisez plutôt les écoles, camarades. C'est au moins plus logique. Je m'adressais directement aux représentants du comité. Ces dernières remarques étaient dures à avaler. Le représentant me transperça de son regard bridé. Il venait du Nord. Et les membres du parti, demanda-t-il au président qui hocha la tête. Bon, camarades, je ne connais plus que vous, de quoi a besoin notre public, mais vous oubliez que le budget de l'État et le budget de parti sont deux budgets différents. Vous êtes un membre immoral et idéologiquement faible. Donc, exclamage, nos cotisations, qui ne sont d'ailleurs pas faibles, serviront à la construction d'un monument absurde et non à une cause plus urgente. C'était trop. Pour eux, pour moi, pour mon père, tout recroquevillé sur sa chaise. On se tenait pourtant déjà de pareils discours à cette époque. J'ai quitté la salle et fermé doucement la porte. Ce fut ma dernière réunion de membres de parti.
Je revoyais ma carte quelques jours après avec un mot. Je ne me souviens plus exactement des termes, mais il était question de l'absurdité à laquelle j'avais participé tant d'années et contre laquelle je luttais en vain. Quant à la décision de construire le musée de Lénine à Dushanbe, il a été voté à l'unanimité et une commission fut formée au sein de Gosplan. Le développement du projet fut stoppé par toutes les crises économiques et politiques survenues en URSS avant son effondrement en 1991. Дорогой Рак, вам слово, но не больше, чем 10 минут. Ну, я доволен тем, что будет всего 10 минут. Но если я нарушу регламент, вот моя нога, можете наступить, я пойму. Je voudrais savoir que je suis venue pour parler et si je dépasse, vous pouvez me marcher sur le pied et puis je céderai. Ну, расскажу коротко о состоянии туркменской литературы. Туркменская литература имеет древние корни. Je vais dire quelques mots sur l'état de la littérature turkmène qui a des racines anciennes. У нас очень сильная классическая литература, особенно поэзия. Il y a une présence très importante de la littérature classique, en particulier la poésie. В середине XIX века посетил Туркменистан один европейский ученый Армени Вамбери. Donc au milieu du XIXe siècle, un savant européen a visité le Turkménistan. И он, изучив туркменское общество, после того, как он прошел через Туркменистан как в виде дервиша, как бы с караваном, он хорошо изучил туркменское общество середины XIX века. Il a étudié en profondeur la société turkmène de cette époque en étant derviche et en se déguisant en derviche, oui, bien sûr, et en prenant part au voyage d'une caravane. И он написал потом, что боюсь, что среди туркмен нет человека, который бы не пробовал написать стихотворение. Il a écrit ensuite, je crains que parmi les Turkmènes, il n'y ait pas une personne qui n'ait jamais essayé d'écrire des poèmes. И мне кажется, что он прав. Почему? Потому что вот эта традиция стихосложения в Туркменистане всегда была сильна. И действительно, почти каждый туркмен пробует написать что-то. Но, правда, не все доезжают до Парижа, но все-таки успехи есть. Et il me semble qu'il a raison parce qu'il est vrai que chaque Turkmène s'essaye à l'écriture à un moment ou à un autre, même si évidemment tout le monde ne va pas jusqu'à Paris. Я один из тех упорных туркмен, который все-таки написал столько, что в конце концов пришлось оставить родину, perébratsa в Европу. Et je fais partie de ceux qui sont très obstinés, ont tellement écrit que j'ai dû quitter le pays. Потому что в Туркменистане после развала Союза утвердилась такая диктатура, что там подвергается цензуре не только взрослые стихи или там литература для взрослых, но и даже детская литература. То есть там очень жесткая цензура и диктатура над всем и над вся. Donc ça a été le cas parce que après l'effondrement de l'URSS, au Turkménistan s'est installé et s'est renforcé un régime dictatorial où la censure est présente et où elle touche non seulement la littérature pour adultes, mais également la littérature pour enfants. Один из великих людей сказал однажды, что в мире все относительно. И исходя с этого
с этого постулата можно сказать, что в Туркменистане последние 20 лет с грустью вспоминают démocratiques времена Советского Союза. Donc tout est relatif et en partant de ce postulat, on peut dire que au regard de ce qui se passe aujourd'hui au Turkménistan, on est en droit de regretter les temps démocratiques de l'Union soviétique. После Советского Союза в Туркменистане первым долгом расправились с творческими союзами. И, конечно же, в первую очередь отменили Союз писателей Туркменистана. И наш новоявленный вождь, который взял себе очень громкий титул, Туркменбаши, он сказал: я сам напишу нужные книги, а вы займитесь чем-нибудь другим. Donc à la dissolution de l'Union soviétique, la première chose à laquelle s'est attelé le nouveau régime, ça a été de réserver un traitement aux unions d'artistes et notamment d'annuler, enfin de dissoudre l'Union des écrivains. Notre guide, qui s'est affublé d'un titre retentissant, a dit j'écrirai moi et vous faites quelque chose. Ну, фактически там под запрет попала вся литература. И запретили на всякий случай всех писателей, и непокорных, и покорных. И действительно, книги стал выпускать только один человек, это президент Туркменистана. Так как запретили всех писателей, все уже стали работать на одного писателя. То есть писали-то книги, естественно, туркменские писатели, но все эти книги выходили под именем президента этого диктатора. Et tout a été interdit, toutes les littératures ont été interdites, tous les écrivains ont été interdits de publication, qu'ils fussent dissidents ou non. Et la seule personne autorisée à publier des livres, c'était le président du Turkménistan. Et bien sûr, il y avait des écrivains qui écrivaient, mais toujours sous le nom du président. И французские читатели были в числе самых счастливых, потому что они первые получили перевод на французский язык великую книгу нашего диктатора, которая называется «Рухнама». Et les lecteurs français ont eu la chance inouïe de découvrir les premiers l'œuvre de notre dictateur en traduction française. Потому что у нас с 1994 года работает очень большая французская фирма Буик. Вот фирма Буик получает в Туркменистане, начиная с 1994 года, самые дорогие, самые большие заказы. И поэтому любая книга наших диктаторов первым долгом появляется на французском языке. Поэтому я попал в правильную аудиторию. Et il faut savoir que depuis 1994, il y a une entreprise française qui est très présente, qui est Bouygues, et qui reçoit énormément de commandes d'un volume très important au Turkménistan. Et c'est pourquoi, quand il y a un livre qui est publié de notre président, il est avant tout traduit en français. Donc je suis arrivée au bon endroit pour m'exprimer. Ну вот, коротко, если сказать, вот в такой ситуации находится наша национальная литература, она на грани отчаяния. Почему? Потому что нам приходится доставлять даже художественную литературу в Туркменистан нелегальным путем. Лично я вношу в это свой вклад, потому что в Швеции я открыл одну единственную во всем мире, одно единственное издательство свободное. И мы издаем запрещенных туркменских писателей и контрабандным путем, как оружие, как наркотики, доставляем в Туркменистан художественную литературу. Et on peut dire que notre littérature nationale est dans une situation complètement désespérée. Même la littérature de fiction ne peut exister que de manière clandestine. Et je contribue à cette existence clandestine parce qu'en Suède, j'ai ouvert une maison d'édition
qui est la seule à publier les écrivains turkmènes interdits, et nous faisons parvenir au Turkménistan ces livres interdits comme si c'était de la contrebande, ou même comme si c'était du trafic de drogue ou d'armes. Опять вернусь к этому знаменитому выражению мудреца, что все относительно в мире. Вот, допустим, с кем, с какой страной сравнить Туркменистан современный? Естественно, сравнивают с Северной Кореей и нашим соседом Узбекистаном, откуда Хамид Исмайлов, мой коллега и друг, прекрасный писатель. Но я вам скажу вот одну интересную вещь. Вот почему все относительно. Наши люди, туркмены, когда попадают ненадолго в Узбекистан, они говорят, что дышится свободнее. Alors, pour reprendre cette expression, tout est relatif. Si on devait comparer le Turkménistan à un autre pays, moi je le comparerais à la Corée du Sud ou à l'Ouzbékistan. Pardon, excusez-moi, évidemment la Corée du Nord. Говорят, что в Туркменистане... D'où vient aussi Hamid Ismailov, donc mon voisin à cette table, qui est un brillant écrivain. Et il faut préciser que les Turkmènes qui vont en Ouzbékistan, ils reviennent en disant qu'on n'y respire plus librement. Voilà, tout est relatif. Потому что рассказывают, что в Узбекистане, как бы там ни было, интернет более доступен обычным людям. А в Туркменистане по рапорту ООН, вот этот рапорт вышел в сентябре прошлого года, только 5% населения Туркменистана имеет доступ к интернету. Donc on n'y respire plus librement. En Ouzbékistan en particulier, quand même la population a beaucoup plus facilement accès à Internet. Alors qu'au Turkménistan, d'après un rapport de l'ONU qui est sorti en septembre de l'année passée, seulement 5% de la population a accès à Internet. Ну вот, в общем, о ситуации я постарался рассказать в самом таком оптимистичном тоне. Надеюсь, вы понимаете, что я не сгущаю краски. Donc je me suis efforcée de vous présenter la situation en quelques mots, avec le ton le plus optimiste possible, et sachez que je ne noircis pas le tableau. Теперь коротко расскажу о себе. Обо мне уже в основном рассказал Реми. Что можно добавить? В 93-м первым из наших писателей и журналистов пришлось выехать мне из Туркменистана. Alors maintenant, quelques mots sur moi. L'essentiel, Rémi l'a dit. Donc en 1993, j'ai été le premier des journalistes et écrivains turkmènes à quitter le pays. И с 1994 года живу в Швеции. Depuis 1994, j'habite en Suède. Раньше я писал на двух языках, на туркменском и русском. J'écrivais avant en deux langues, donc en turkmène et en russe. А теперь добавился еще и шведский язык. Теперь на трех языках. Maintenant, j'écris en trois langues, puisque le suédois s'est ajouté. Успел написать 20 книг. J'ai déjà écrit 20 livres. И вот, как я уже сказал, веду издательские дела, печатаю в основном на туркменском, русском и шведском языке книги для детей и подростков, а также вот книги запрещенных писателей. И мы вот своим маленьким издательством, которое называется «Гюн», в переводе это «Солнце», завоевали в Швеции свою нишу. Et j'ai également une activité d'éditeur, comme je l'ai mentionné. Nous publions des œuvres en turkmène, en russe et en suédois, destinées aux enfants, aux adolescents, et également des livres interdits, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Notre maison d'édition s'appelle Gun, ce qui veut dire le soleil. Признаюсь, очень люблю писать. Просто не могу не писать, и поэтому, наверное, остался писателем. Потому что иначе у меня
были все возможности навсегда забыть перо и бумагу. Было очень тяжело, но я даже был очень зол на Бога, что Он отнял у меня мою родину и отнял, больно ногам, отнял у меня свою родину, но теперь я не сержусь на Бога, потому что я понял, что Бог мне подарил Швецию и через Швецию Европу. И поэтому я вот теперь живу и работаю здесь, оставаясь туркменским писателем, в то же время уже, как бы так сказать, я могу встречаться с разной аудиторией, развиваться. И замечательно, что сегодня мы, вот, русскоязычные писатели из бывшего СССР, встретились в Париже. Donc, je dois dire que j'aime écrire, je ne peux pas ne pas écrire, et même si ça a parfois été très dur, j'en ai voulu à Dieu de m'avoir arraché à ma patrie. Et j'ai ensuite cessé de lui en vouloir, parce que j'ai compris que c'était un cadeau, en fait, qu'il m'avait fait en me permettant d'aller en Suède, d'aller à la rencontre de l'Europe. Et donc je travaille ici en Suède, mais je reste un écrivain turkmène. Et en même temps, cette situation me permet de rencontrer différents publics. Et je me réjouis beaucoup de ce que nous soyons plusieurs écrivains russophones de l'espace ex-soviétique à être venus ici à Paris. Мы действительно скучаем, бывшие советские писатели, композиторы, художники, все творческие люди, нуждаемся друг в друге и хотим встречаться, хотим общаться, это надо. И поэтому я думаю, что организация такой конференции это замечательно, это просто надо это делать регулярно. Спасибо. Если будут вопросы, с удовольствием отвечу потом. Nous autres, donc artistes, écrivains, compositeurs, nous avons besoin d'un échange entre nous. C'est quelque chose qui nous manque et c'est pourquoi l'organisation de conférences comme celle d'aujourd'hui est très importante pour nous et je souhaite que ce soit régulier. Merci beaucoup et je suis prêt à répondre à vos questions. Pour les questions, on attendra plutôt à la fin que tout le monde se soit exprimé. Et maintenant, je passe la parole à Hamid Ismailov. Merci. Спасибо. У меня, я хочу поблагодарить Реми и Аквиль Сапара, которые облегчили мне значительно работу. Je remercie Rémi et Akvel Sapar qui m'ont rendu la tâche beaucoup plus aisée. Потому что Реми рассказал о том, какая великолепная литературная традиция, к которой я принадлежу, к очень глубокой, к очень утонченной литературной традиции. Parce que Rémi a parlé de cette tradition littéraire à laquelle j'appartiens, qui est très ancrée, très profonde. И Аквиль Сапар рассказал о природе диктатуры, которая существует в Узбекистане точно так же, как в Туркменистане. С той разницей, что нас сравнивают обычно с Угандой. Et Akvel Sapar, quant à lui, a parlé de la nature de la dictature qui existe en Ouzbékistan, qui est tout à fait comparable à celle qui est au Turkménistan, à cette différence près qu'on nous compare plutôt avec l'Ouganda. Дело в том, что когда дочь президента Каримова решила, значит, восстать против того, что его называют диктатором, французский суд постановил, что она не права. Quand la fille du président Karimov a voulu protester contre le fait qu'on désignait l'Unie comme une dictature, le tribunal français a dit qu'elle avait tort. С этой частью покончено, что называется. Поэтому я хочу поговорить о существующей такой точке зрения, о том, что диктатуры помогают литературам. Она существует еще с советских времен, вот эта теория о том, что под диктатурой люди пишут лучше, нежели в открытом обществе. Et bon, donc ce point-là c'est fait. Maintenant j'aimerais parler du fait que de cette opinion répandue, cette théorie comme quoi un régime dictatorial permet un meilleur développement de la littérature. C'est quelque chose, c'est une idée qu'on avait déjà du temps de l'Union soviétique, comme quoi on écrit mieux sous un régime dictatorial que dans une société plus libre. В какой-то части, может быть, это и есть под этим какие-то основания, но мне кажется, что все-таки в свободных обществах люди пишут свободнее. Тем не менее, то, что происходит сегодня в узбекской литературе,
литературе, вот, после того, как вот, Ремидор рассказал о том, что происходило до периода, скажем, вот, перестройки, да, что происходит сейчас? Литература начинает становиться приватным делом, не только общественным, но приватное, то есть вот частное, оно становится политическим. Donc Rémidor a déjà parlé de ce qui se passait avant la perestroïka. Moi, je vais évoquer une évolution qui affecte maintenant la littérature ouzbek. Elle devient privée et elle devient politique. Самое интересное, что происходит в узбекской литературе сегодняшних дней, это роль женщин-писательниц, роль женщин-поэтов. Они пишут о своих проблемах, о проституции, о, скажем, поездке куда-то там, скажем, на поезде, о каких-то простых вещах, женских вещах, которые вдруг превращаются в самую страшную политику сегодняшнего дня. Un phénomène très intéressant, c'est le rôle que sont en train de prendre les femmes. Elles parlent donc de problèmes qu'elles rencontrent en tant que femmes, elles parlent de la prostitution, elles parlent des voyages en train, elles parlent de choses quotidiennes et qui prennent une valeur politique. И оно понятно, потому что огромное количество мужского населения сейчас Узбекистана, оно мигрировало, скажем, в Россию, в Казахстан, в другие страны, то есть до нескольких миллионов мужчин как бы отсутствует в Узбекистане. И Узбекистан в этом смысле как бы становится более женской страной. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hommes ont émigré dans d'autres pays, en Russie, au Kazakhstan notamment. Et donc il y a plusieurs millions d'hommes qui manquent et le pays devient un pays où les femmes sont plus nombreuses. И странным образом женщины оказываются намного смелее в своих вот разысканиях литературных, нежели мужчины. Et les femmes s'avèrent beaucoup plus téméraires dans leur pratique de la littérature, dans leurs investigations que les hommes. Вот это как бы диагноз современной узбекской литературы. Прежде чем кончить свое, так сказать, посвящение в узбекскую литературу, я хотел бы сказать вот что. Несколько лет назад во Франции, когда, знаете, вот шведская академия давала Нобелевские премии, скажем, ну, неизвестным или малоизвестным писателям, один из французских критиков написал, и я скажу, что он написал. Donc voilà pour un diagnostic de la vie littéraire contemporaine en Ouzbékistan. Je vais encore dire qu'il y a quelques années, au moment où le prix Nobel a été attribué à un écrivain peu connu, il y a un écrivain français qui a prononcé ces mots. Французский критик Либерте он написал, значит, что, дескать, вот на следующий год нам следует ожидать, наверное, присуждения Нобелевской премии какому-нибудь неизвестному узбеку. Et il a dit, ah ben peut-être que l'année prochaine, on verra le prix Nobel attribué à un illustre inconnu ouzbek. В этом была грандиозная доля сарказма. C'était bien sûr un propos très sarcastique. Но дело в том, что действительно литература узбекская, как и литература центральноазиатская, сейчас достигла тех именно высот, когда очень скоро, наверняка, кто-то из этой когорты, так сказать, среднеазиатских писателей может получить Нобелевскую премию. Поэтому мы послали своего человека в Швецию. Donc c'était un propos sarcastique, mais le fait est que la littérature ouzbèque et les littératures d'Asie centrale sont en train d'atteindre un niveau qui fait qu'on peut tout à fait attendre que dans les prochaines années, un écrivain d'Asie centrale reçoive un prix Nobel. C'est pour ça qu'on envoie des écrivains les plus talentueux à l'étranger. Non, c'est pour ça que donc c'est notre représentant en Suède. Ah oui, en Suède, pour le Nobel. Ah, en Suède, d'accord. Я лоббирую итальянскую литературу в Швеции. И мне кажется, в этом смысле огромная благодарность организаторам этого симпозиума, этого форума, которые почувствовали, что центральная азиатская литература идет. Ah, ok. C'est pourquoi je souhaite vraiment remercier les organisateurs de cette conférence qui ont senti que la littérature d'Asie centrale est en mouvement. Merci. Merci, cher ami, d'avoir respecté le timing.
Et je passe donc maintenant la parole à Torosbek Madolbay. Merci. Я вот гляжу, и у нас, я чувствую сейчас, вот все прежде меня говорившие, все начали почему-то вот тему у нас не литература и общество, у нас в какую-то политическую плоскость переходит, теме диктатуры и литературы. Вот. Но в отличие от предыдущих выступавших, Кыргызстан в этом отношении более счастливая республика. И мы самые счастливые писатели, потому что если у вас изгнали всех писателей, то мы изгнали своих всех президентов. Jusque-là, finalement, la conversation a tourné pas tant autour du thème littérature et société que littérature et politique, dictature et littérature. Et à cet égard, le Kyrgyzstan est un peu plus chanceux parmi les républiques centra-asiatiques, puisque nous, c'est nous les écrivains, c'est pas les écrivains qui sont en exil, c'est nous les écrivains qui avons chassé l'ancien président. И это хорошо или плохо, я не знаю, но единственное, я знаю, что я получаю свои дивиденды. Дело в том, что я получаю из этого свои дивиденды. Il y a un aspect positif ou négatif, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'en reçois un bénéfice. Дивиденды такие. Дело в том, что вот роман «Феникс», за который я получил русскую премию, в одном только издательстве претерпел 4 переиздания. Donc le bénéfice que j'en reçois, mon roman Le Phénix, qui a reçu un prix, le prix Russkaya Premia, a déjà été réédité pour la 4e fois. Почему так получилось? Первый раз за то, что услышали, что получил русскую премию, и первое издание так счастливо так продалось. А потом второе, уже после того, как изгнали первого нашего правителя, президента. Дело в том, что в моем романе рассказывается о том, как в древности, книга была написана в 1989 году, что изгнали царя. Вот. Пока переведи. Donc pourquoi 4 rééditions? La première fois, c'était parce que on a su que j'avais reçu le prix. La deuxième fois, c'était après qu'on avait chassé notre président. Et moi, le roman Phoenix que j'ai écrit en 1999 parle d'un renversement du tsar. И причем эта книга вышла тогда, когда еще не изгнали первого президента. Et ce livre est pourtant sorti alors qu'on n'avait pas encore chassé du pouvoir le président. Получилось, что это было как предсказание. Donc ça a pris la valeur d'une prédiction. На этом на 2 изданиях закончилось, но дело в том, что в книге моей было написано, что изгнали второго царя. Donc l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais dans mon livre, c'était écrit qu'on allait chasser un deuxième tsar. И действительно, потом мы и второго президента отправили изгнание. И тогда мое уже 3-е издание раскупили быстро. Et de fait, on a en effet chassé du pouvoir le deuxième président, et donc là, ça a été la 3e réédition de mon livre. Вот, а 4-я, не знаю почему, но тоже хорошо продается, и эта книга стала бестселлером. Надеюсь, еще. Ну, у меня, правда, нету там, чтобы 3-го царя изгнали. Pour la 4e réédition, je ne sais pas la raison, mais en tout cas, c'est vrai que le livre a du succès, se vend bien, il est devenu un best-seller. Pourtant, je n'ai pas de 3e tsar qui est chassé du pouvoir. Ну, вот на этом такая политическая плоскости я немножечко перейду вот к теме нашего, вот сегодняшней заявленной теме, там литература и общество в Средней Азии, когда вот уважаемый Ремидор, очень почитаемый в Кыргызстане, потому что он первым исследовал афганских и памирских кыргызов, он знает прекрасно кыргызский язык, лучше нас знает памирские, афганские диалекты, да? Вот. Когда он пригласил нас сюда, то я думал, будем говорить об истории, поэтому я специально надел даже колпак, чтобы историческую важность показать. Donc maintenant, je voudrais revenir à notre thème littérature et société.
qui a été introduit par Rémi Dor. Rémi Dor est très, très reconnu au Kyrgyzstan puisqu'il il a été le premier à étudier en profondeur la société kirghize et les dialectes afghans et les pamirs. Et je pensais qu'il allait parler d'histoire. C'est pour ça que j'ai revêtu... И вот теперь я возвращаюсь к плоскости истории, вот, которая заявлялась. Дело в том, что я сейчас веду уже второй год в нашем самом известном в Кыргызстане информационном агентстве «Аки Пресс», веду рубрику «История Кыргызстана и кыргызов». Et donc pour revenir à l'histoire, en fait, depuis 2 ans déjà, je m'occupe dans l'agence d'information Аки Пресс d'une rubrique consacrée à l'histoire du Kyrgyzstan. И за эти 2 года я получил, скажу, из Франции, например, я не знаю, у вас известен или нет, но мне отправил он книгу Давид Гаузер или Гозер. Гозер? Гаузер. Давид Гаузер отправил мне книгу на французском, вот, исследование про кыргызов. Et pendant ces 2 ans, j'ai reçu notamment un livre de David Gauzer qui m'a envoyé un livre sur le Kyrgyzstan en français. Кроме него, многие тоже вот присылают книги, и мне очень хотелось бы, чтобы господин Ремидор тоже поучаствовал в нашей рубрике. Donc je reçois beaucoup d'autres livres de recherche et j'aimerais beaucoup que Rémi Dor puisse participer aussi à cette rubrique. Это я к тому, что вот сейчас кыргызская литература, направление в кыргызской литературе, в основном вот присутствующие здесь нас из Кыргызстана 3 писателя, мы все пишем на современные темы, но из них я, наверное, один чуть-чуть в историю ушел. Parmi les 3 écrivains kirghizes qui sont présents, je suis le seul qui parle vraiment de thèmes nous parlons tous de thèmes assez contemporains et je suis le seul qui me soit un peu écarté, qui me soit plongé dans l'histoire. И поэтому я хочу сказать несколько слов о том, что современная кыргызская литература в основном существует вот именно за счет исторических произведений. Et donc je veux dire que la littérature contemporaine est très, les œuvres historiques qui sont très présentes. Кыргызская нация самоидентифицируется. Et le Kyrgyzstan y est bien identifié. Самоидентифицируется для того, чтобы как-то осознать свое место в обществе, свое место вообще в мировом сообществе, свое место вообще в мире. Et donc ces questions d'identité, c'est aussi pour que le Kyrgyzstan trouve sa place dans la communauté mondiale. И поэтому, наверное, я так думаю, что большая часть кыргызских писателей сейчас обратилась к истории собственного народа. Et c'est sans doute pour ça que, pour ces questions identitaires, que de nombreux écrivains au Kyrgyzstan se sont tournés vers des questions historiques. Но здесь не все благополучно, потому что большинство этих исторических произведений посвящено богатырям локального значения. Mais tout n'est pas toujours pour le meilleur, puisque la plupart de ces œuvres sont consacrées à des preux qui n'ont une importance que locale. В общем, в каждом селе по богатырю. Chaque village a son héros. В каждом селе по одному богатырю. Не по одному, может их даже по 10. Voilà, chaque village a son héros, son preux, et voire même pas 1, mais 10. И поэтому я думаю, так считаю, что наша литература пока так, не совсем, вернее, не так уж выделяется из среднеазиатской и остальной литературы в изгнании и не в изгнании. Et c'est pourquoi je pense que notre littérature pour l'instant ne ressort pas encore tant que ça de l'ensemble de la littérature d'Asie centrale, aussi bien
dans les pays d'Asie centrale que dans la diaspora. И я просто опасаюсь, что скоро наш президент тоже начнет писать исторические романы. Я опасаюсь, что наш президент тоже начнет писать исторические романы. Bientôt, notre président se mette lui aussi à écrire des romans historiques. Вот. И я это просто хочу сказать потому, что кыргызская литература, которая вот сегодня вот здесь вот представлена, это если не считать некоторых, которые остались там, в Кыргызстане, то представлена вот как раз в разных ипостасях. Вот здесь у нас драматург, здесь у нас прозаик, здесь историк. Я себя историком назову, ничего страшного. Et donc, je veux dire que les écrivains qui représentent ici la littérature kirghize d'aujourd'hui représentent une forme de diversité, puisqu'on a un dramaturge, on a un romancier, on a un historien. Вот. Я сразу просто хочу такую сразу обобщить и рассказать, вот, что вот Талиб Ибраимов у нас Аксакал сейчас, самый знаменитый писатель, самый известный, самый популярный сейчас. И Талиб Ибраимович вот, и самый скромный, поэтому и не вышел сюда. И он сейчас возглавляет нашу, скажем, кыргызскую делегацию. Et je veux préciser que Talib Ibrahimov est ici présent et que c'est peut-être l'écrivain le plus connu, le plus modeste aussi, puisqu'il n'est pas venu parler ici, et on pourrait dire qu'il est à la tête de notre délégation qui est ici. Нет, я не только у вас. Я еще и Султана Акимовича сразу хочу представить, потому что после меня он будет говорить. Он у нас самый известный драматург, пьесы которого по 2-3 года не сходят со сцены. Mais je veux aussi présenter Sultan Rayev, donc grand dramaturge dont les pièces sont jouées depuis 2-3 ans en permanence. Вот. И так что вот мы сейчас вот в этой связке исторического писателя, или как романист, прозаик, сценарист и драматург, вот мы пришли вот, к французской публике, пришли через русский язык, почему-то вот странно, что во Францию, в Париж мы приехали через русский язык и русскую литературу. Et donc nous, auteurs d'œuvres historiques, de romans, de scénarios, nous sommes venus à Paris et c'est drôle de penser qu'on est venu à travers la langue russe. Может быть, это как раз так и закономерно, потому что у нас вот все, даже наши соседи, вот все в один голос рассказывали про Чингиза Айтматова. Наш писатель Чингиз Айтматов проложил, наверное, этот путь, и хотя мы сколько не пытались, сколько веревочки не виться, в общем, мы вернулись в русло русской литературы. Et c'est peut-être légitime, fondé, puisque Chingiz Aitmatov, qui a été évoqué déjà au cours de cette conférence, a ouvert la voie à cette littérature russophone. Но он поставил очень высокую планку, поэтому нам труднее, чем другим нашим коллегам, потому что выше этой планки нам сейчас очень трудно перепрыгнуть, а ниже не хочется прыгать. Mais il a placé la barre très haut, ce qui nous pose des difficultés à nous, parce que aller plus loin que lui, c'est difficile, et faire quelque chose en dessous, on n'en a pas envie. Однажды я встречался с Константином Есениным, сыном Сергея Есенина. Он был футбольным статистом. Я у него спросил, а почему вы, как папа, вот, как отец, вы не пишете стихи? Он сказал, лучше отца я не могу написать, а хуже писать не хочу. J'ai déjà rencontré Constantin Есенин, le fils du poète Sergueï Есенин, qui est dans le foot, travaille dans le foot,
Et je lui ai demandé pourquoi vous n'écrivez pas de vers. Il m'a dit bah, mieux que mon père, je ne sais pas faire et j'ai pas envie de faire moi-même. Но я думаю, хуже мы не пишем, но, может быть, втроем вместе, объединившись, мы все-таки эту планку преодолеем. Mais je pense que si on se met ensemble à trois, on va quand même finir par surmonter cette difficulté. Вот. Ну, надеюсь, я успел рассказать и об историческом романе, и об истории, и о политике, и о диктатуре, и о нас трех писателях. J'espère avoir pu évoquer ainsi à la fois les romans historiques, et la littérature, la société, la politique, et nous trois représentants la littérature. Ну, на этом и передаю остальную часть, потому что нам придется делиться твоим, потому что если я все расскажу Султану Акимовичу, нечего будет рассказать. Et je passe la parole à Sultan Raïev, qui autrement n'aura rien à dire si je dis tout avant lui. Спасибо за внимание. Merci de votre attention. Bon, bah, puisque la parole est passée, nous allons écouter Султан Раев. Да, это я слово, так что можно выступать. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, когда первым или последним выступаешь, очень сложно. И сложно в том плане, что не знаешь, что сказать. C'est difficile de parler le dernier, chers amis, parce que c'est difficile de savoir ce qu'on va dire. Вот сейчас Турсбек, значит, рассказывал о двух изгнанных президентах, да? Я вот как раз и работал с ними. Donc Tourzbek, Mabelbal vient de parler des présidents kirghizes et j'ai travaillé avec eux justement. Но они меня не изгнали, потому что я не только чиновник, но и писатель. Mais on ne m'a pas exilé, on ne m'a pas chassé parce que je ne suis pas seulement fonctionnaire, je suis aussi écrivain. В этом, наверное, заключается вообще феномен Кыргызстана. C'est là peut-être un phénomène propre au Kyrgyzstan. Чем, допустим, Кыргызстан отличается от Туркменистана, да? Там, значит, весь Туркменистан, если пишет для одного человека, а у нас каждый кыргыз пишет для себя, для своей души. En quoi le Kyrgyzstan se distingue du Turkménistan? Au Turkménistan, tout le monde écrit pour une personne. Au Kyrgyzstan, chacun écrit pour soi, pour son propre développement spirituel. Если наши туркменские друзья в Узбекистане чувствуют себя комфортно, то для них Кыргызстан кажется садом Эдема. Садом Эдема. Да. Ah, ok. Si donc le Kyrgyzstan est une forme d'Éden pour l'écrivain ouzbek et turkmène. Если Узбекистан сравнивать Угандой, то Кыргызстана можно сравнить Ла-Пасом. Знаете, есть такая маленькая страна в Латинской Америке. Каждой неделе там происходит революция. Et si l'Ouzbékistan peut se comparer à l'Ouganda, le Kyrgyzstan peut se comparer au La Paz, c'est un petit pays. La Bolivie, en fait. À la Bolivie. D'accord, merci. À la Bolivie, un petit pays où il y a tout le temps des révolutions. Действительно, у нас в Кыргызстане слишком избыток свободы, но значит дефицит. Есть дефицит, как говорится, денег. Огромный. Дефицит денег. Ah, spasibo. Donc au Kyrgyzstan, on veut une certaine liberté, mais il y a un manque d'argent. Чем отличается Кыргызстан от других стран? В том, что Кыргызстан это страна в процессе. У нас, значит, не только, значит, политический процесс, но и происходит и литературный, творческий процесс. Потому что страна действительно бурлит. Она не находится, как другие страны, в глубокой стагнации. Donc, à la différence des autres pays, le Kyrgyzstan est dans une évolution permanente, aussi bien politique que littéraire. On n'est pas dans une situation de stagnation. Вот сейчас мои друзья от Центральной Азиатской Республики сказали, что действительно в последнее время, значит, литераторы у нас абсолютно отсутствует творческая интеграция, значит, Центральной Азиатской Республики. Потому что мы не знаем
допустим, туркменского писателя, узбекского писателя, о чем они пишут, какие там, значит, есть писатели, поэты. Абсолютно у нас, значит, как бы между нами Берлинская стена. Et au sein de l'Asie centrale, nous ne savons absolument pas ce qu'écrivent les écrivains turkmènes ou ouzbeks. Но мы хорошо знаем, что процесс в европейской литературе, допустим, Мишеля Уэлбека знаем, Ян Бенкса знаем, и турецкого писателя знаем, но вот этот процесс друг друга, значит, обмен литературой абсолютно отсутствует, потому что у нас во время Советского Союза была мощная интеграция в литературном плане. Il nous manque vraiment une forme d'échange, d'échange dans la vie littéraire avec les autres pays d'Asie centrale. On connaît d'autres écrivains, on connaît bien entendu Houellebecq et des écrivains turcs, mais on ne connaît pas les écrivains de ces pays. Я вот выражаю огромную благодарность нашим французским друзьям, что нас, значит, именно здесь, в Париже, они как бы свели. Et c'est précisément ici, à Paris, qu'on nous a réunis. Я думаю, значит, нам нужно встречаться почаще, обменяться, потому что литература без, значит, обмена, без, значит, культурной интеграции, она как бы считается литературой, поэтому нам нужна встречи, общение, но для этого мы должны прежде всего найти у себя площадки, у себя в Центральноазиатских республиках, в Ташкенте, в Бишкеке, в Душанбе. Et donc, nous devons trouver plus souvent des moyens de nous rencontrer, puisque la littérature est nourrie par l'échange, par l'intégration. Et nous devons trouver le moyen de nous rencontrer et d'échanger, pas seulement ici, mais aussi chez nous. On doit trouver des espaces pour ça en Asie centrale, à Bishkek, à Tashkent, à Dushanbe. И вкратце современной кыргызской литературе хочу рассказать вам, что действительно у нас много писателей, значит, сегодня, значит, примерно 700 членов Союза писателей, да? Но у нас есть, как говорится, творческая свобода, значит, но в последнее время, вот после Айтматова и после Айтматова и после такой Асакала, живого классика Талиба Ибрагим, нам очень трудно писать о чем-то, понимаете, поэтому, значит, сейчас у нас идет как бы процесс становления литературы, современной литературы, потому что мы потеряли не только ориентиры, но и духовный как бы ориентир, поэтому современные писатели Кыргызстана, значит, находятся как бы в этом в таком юрте, что кыргызская литература последние годы, она оказалась в аморфном состоянии. Поэтому я думаю, у нас действительно есть новые писатели, новым взглядом, новые представители, новая генерация писателей, молодых писателей. И мы ждем от них новые совершения в области литературы. Il y a beaucoup d'écrivains au Kyrgyzstan, il y a 700 membres de l'Union des écrivains, on jouit d'une liberté artistique, mais après Aitmatov, c'est très difficile d'écrire, d'avoir de quoi écrire, et la littérature contemporaine au Kyrgyzstan, et il y a un point où elle est encore en train de se chercher, elle est dans un processus de formation, et il y a pas mal de jeunes écrivains, et on attend d'eux aussi de nouvelles énergies. Все, спасибо. Voilà, merci. Eh bien, c'est parfait. Il nous reste du temps pour les questions dont je pense que vous devez avoir des choses à demander à nos amis. Et pour amorcer la discussion, moi je dois poser une question à Hamid Ismailov en lui demandant qu'est-ce que c'est que la found poetry, d'une part, et d'autre part, quelle est la signification du fait d'être écrivain en résidence à la BBC. C'est tout à fait surprenant qu'une compagnie de télévision ait des écrivains en résidence. C'est la première fois que j'entends parler de ça.
Le premier sur le Found poetry, oui. Je sais pas, on a mis, voilà, found poetry. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pour ça que je l'ai. Found. Bon, ok. C'est pour ça, moi aussi j'étais intrigué. Traduction. С позиции, значит, писателя-резидента, ну, это возможность, значит, во-первых, появляться в программах, в разных программах BBC, по литературным вопросам, особенно по литературным вопросам, и, кроме того, значит, ну, писать блог еженедельный. Вот, пожалуй, и все. И, ну, кроме того, скажем, организовывать различного рода литературные мероприятия. Вот это вот три, наверное, направления. Alors, pour ce qui est des Да. Чем объяснить феномен такой феноменальной ферганской школы? Переведет сначала. Подождите минуту. Она переведет его сейчас, а потом вы можете. Du coup, elle a perdu. Il perd du fil, ouais. C'est pas grave. Donc, pour ce qui est de la résidence, en quoi consiste une résidence à la BBC? Donc, c'est en gros trois choses. La possibilité de participer à des programmes touchant surtout des questions littéraires. Je tiens aussi un blog hebdomadaire et c'est aussi la possibilité d'organiser une manifestation littéraire. Но самое главное, мне кажется, это дает мне возможность быть голосом узбекских писателей. Дело в том, что при всей трудности ситуации, скажем, ну, я оторван от своей родины, скажем, и так дальше, мне кажется, что те люди, те писатели, которые живут в Узбекистане, находятся в более тяжелом положении. Огромное количество узбекских писателей арестовано. Мамадали Махмудов, который должен был быть освобожденным 16 февраля, после того, как он сидел 14 лет, еще раз его продлевают его, значит, срок, опять открывают на него уголовное дело. Ему 72 года, этому писателю. Тем не менее, он сидит за решеткой. Et c'est surtout cette résidence à la BBC, la possibilité d'être une voix pour les écrivains ouzbeks. C'est difficile d'être en exil, mais c'est encore plus difficile pour les écrivains ouzbeks qui sont restés en Ouzbékistan. Il y en a qui sont arrêtés. Donc, M. Makhurdov, il est resté 14 ans en prison. Il devait sortir et il a de nouveau fait l'objet de poursuites judiciaires. Il a de nouveau été incarcéré. C'est un homme qui a 72 ans et qui se retrouve derrière les barreaux. По поводу ферганской школы. Ну, это талантливые поэты, мне кажется, во-первых. Во-вторых, мне кажется, они нашли очень хорошо свою нишу. Русская литература любит переводную литературу. Они играют знаете, на образах средиземноморских. С одной стороны. С другой стороны, они очень сильно играют на образах суфийских. Вот. И вот эта вот мешанина, значит, суфизма со средиземноморской и с русским языком делает их очень популярными. Но они очень талантливые поэты, мне кажется. Donc la question portait sur une école qui est l'école de Fergane. La Fergana. Excusez-moi. Et pour moi, ce sont des poètes très talentueux qui se sont trouvés une forme de niche parce qu'ils évoquent avec le russe le monde méditerranéen et en même temps le monde des soufis. Donc c'est une alliance qui est très singulière. Oui, Dimitri. Plusieurs fois a été évoqué Чингис Айтматов. Несколько раз говорили о Чингисе Айтматове. Надо сказать, хочу вам просто сказать, что он был, ну как бы крестным отцом, если хотите, нашей премии «Руссофония». C'est lui qui a été un des parrains de notre prix Russophonie, qui est la meilleure traduction de russe en français. Vous allez trouver des almanachs, des catalogues à la sortie, si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas ce prix. Quand il était là pour le premier prix, parce qu'il était ambassadeur à Bruxelles. On peut pas en Bruxelles, знаете.
И он приехал на первую премию русофонии уже 7 лет назад. В субботу вы увидите 7-ю премию русофонии, церемония, и мы даем лучшему переводчику. Чингис Айтматов a été présent au premier prix Russophonie, donc vous verrez le 7e samedi. Так, выступление Чингиса Айтматова было следующее. Русский язык – важная вещь для русских, но для нас это еще важнее. Et le propos de Чингис Айтматов à ce moment-là, c'était de dire le russe, c'est très important pour les Russes, mais pour nous, ça l'est plus encore. Вот почему мы можем, благодаря русскому языку, собирать вас всех. Это на мой вопрос странно, да, вот что почему-то числе, во Францию странно, мы да. приезжаем через русскую И на литературу. ваше желание, что вам Pourquoi чаще on peut vous надо rassembler par le общаться russe. между C'est un peu собой. étrange. Oui, c'est Я étrange. думаю, это правильно. Mais И c'est для vrai que нас, ça vous permet d'échanger entre vous. Et je и pense que это важно для нас, европейцев, c'est всех quelque chose qui est европейцев, important pour nous aussi, потому что européens. вы все-таки в очень деликатном месте в мире, Parce que vous vous trouvez dans un coin très sensible du monde aujourd'hui. чувствительном месте. Спасибо. Спасибо, что приехали. Merci d'être venu. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, je voudrais, avant que nous nous séparions, vous informer qu'il va y avoir demain, après-demain et le jour suivant, un festival des films d'Asie centrale au cinéma La Clé, et que le programme de ce festival des cinémas d'Asie centrale est affiché à la sortie. Voilà, si vous êtes intéressé, Une je vous petite recommande précision, vivement. Goulia ne l'a pas dit, mais le film de Goulia, deux films, pardon, excusez-moi, de Goulia Mirzoeva vont être présentés lors de ce festival, donc en ouverture de ce festival de cinéma d'Asie centrale, demain au cinéma La Clé, donc dans le 5e Sentier de Menton, à 20h. Donc il y aura d'abord Le Temps des frontières, qui est un documentaire de 50 minutes, enfin peut-être je vous laisse la parole, mais... Oui, deux films documentaires. Le Temps des frontières, c'est un film. Я говорю о моих фильмах, которые будут завтра в кинотеатре. Первый из них «Время границ» — это, значит, фильм о границах современной Средней Азии. C'est un film sur les frontières de l'Asie centrale contemporaine. И второй фильм называется «Где-то Эльвира» о немцах в Средней Азии. Le deuxième, c'est «Où es-tu Elvira?» C'est l'histoire des Allemands de la Volga au Tadjikistan, en fait, en Asie centrale. Mais c'est des films d'auteur, comme on dit, c'est-à-dire c'est des films très personnels en même temps que grand public. Voilà, donc bienvenue. Et la séance sera suivie d'un débat, une rencontre avec Goulia Mirzoeva et Gisèle Raffnecher, le deuxième auteur du deuxième film. Oui, il y a une dame qui voulait poser une question. Mais parlez fort, s'il vous plaît. Вопрос, значит, я говорила как в своем выступлении о том, что жить между двумя языками, порой тремя, это иногда, так сказать, испытываешь страдания. И об этих страданиях спрашивает эта женщина меня, как я сказала. Oui, la souffrance, c'est un grand mot peut-être, mais c'est vrai. Pour moi, qu'est-ce que c'était cette souffrance? Moi, j'étais une Tadjik. Je suis une Tadjik. Et donc, je suis une Tadjik qui parlait russe, qui écrivait en russe. Alors que dans un pays où l'identité nationale commençait à s'élever avec la perestroïka. Donc, la langue tadjik, la langue des Tadjiks, la langue littéraire, a commencé à se mettre en avant. Et le russe, les Russes étaient considérés comme des colonisateurs, et la langue russe était considérée comme une langue des colonisateurs. Voilà. Et nous, on était les représentants des colonisateurs, en fait. Alors vous vous demandez si vous n'auriez pas dû écrire ça? Oui, mais moi, c'était un choix, en fait. Voilà. J'aurais pu, mais voilà. Вы говорили о Боливии, извините.
oui, parce que... Вы говорили о Боливии. Смотрите, не было бы испанского языка, как они общались в Латинской Америке между Pour собой. aller à l'instant de la Bolivie sans l'existence de la langue espagnole, comment les pays d'Amérique latine pourraient-ils communiquer entre eux? И у них нет проблемы идентичности. Bien qu'il n'y ait pas de Каждый problème разбирается в своем. И кечуа узнается как кечуа, аймара как аймара, ну там и так далее, и все остальные и народности, и языки. Chaque ethnie, chaque identité est reconnue comme telle, le quechua comme tel, d'autres cultures sont reconnues et utilisent l'espagnol à leur общение между собой и в мире. А то они очень мало entre eux et vis-à-vis du monde extérieur. Несмотря на то, что все инки были, можно сказать, ну, был настоящий геноцид против инков, испанцев. Нельзя сравнивать. Абсолютно для меня разные вещи. Империя российская и империя испанская. Это две разные вещи. Слава Богу для вас. Слава Богу для вас. Tout ceci malgré le génocide qui a été perpétré contre les Incas. Et donc là, Willy a dit qu'on ne peut absolument pas comparer l'Empire russe et l'Empire espagnol. C'est deux choses qui n'ont Et la langue, vous n'existerez plus. Oui, les Incas, ils n'existent plus. Bien, chers amis, si il n'y a plus de questions, étant donné que nous arrivons au terme fixé et que je suis un homme très respectueux des horaires, je vais vous remercier nos amis écrivains, remercier Dimitri de Koshko pour avoir permis cette réunion, remercier la Bulac, bien entendu, qui nous accueille, et donc vous dire que nous aurons dans les jours à venir l'occasion de nous revoir donc à la mairie du 5e. Hein, c'est ça, mairie du 5e. Voilà.